librairie de l'Institut d'études des questions juives où je trouve Monsieur Laville qui, à l'Institut, est un spécialiste des questions raciales. Et puisque l'étoile, le port de l'étoile jaune est à l'ordre du jour, je suis venu demander à Monsieur Laville en quoi cette mesure se justifie. Monsieur, les Juifs, évidemment, se lamentent, et ce qui est plus grave, beaucoup de Français à rien se lamentent pour le compte des Juifs et ont pitié d'eux et de la mesure nouvelle qu'on prend. Est-ce qu'il s'agit d'une mesure vexatoire ou au contraire d'une mesure qui vous paraissait s'imposer? Oh, mais il ne s'agit pas le moins du monde d'une mesure vexatoire ou délibérément vexatoire. C'est une simple mesure de défense des Français contre des étrangers à leur race qui ont envahi silencieusement notre sol, mais d'une façon fort tenace, et ils sont venus surtout pour profiter, et très peu pour travailler réellement. Or, le mal vient de ce que les Français, dans leur plus grande partie, ne savent pas reconnaître les Juifs. S'ils le savaient, ils se tiendraient sur leur garde. C'est ce qui n'arrive pas. Il y en a qui le portent sur leur figure, mais enfin pas tous. Oh, peut-être 50%, mais les 50 autres pourcents sont très peu distinguables. La question ne se poserait pas si, par exemple, les Juifs avaient la peau bleue. Mais ce n'est pas le cas. Il faut donc qu'on puisse les reconnaître. Hoffman. Eh bien... Entrez, Monsieur Vigneault. Asseyez-vous. Pierre, je vous en prie. Pierre, voilà 10 ans déjà que je me réjouis de la qualité de votre travail chez nous. Cette bijouterie n'ayant plus de secret pour vous, vous avez sans doute remarqué que Rachel et les enfants ne sont plus à la maison depuis 15 jours. J'ai pu les faire traverser pour rejoindre ma sœur à Genève. Étant donné le boycott organisé que subit tout commerce juif en ce moment, les affaires sont au plus bas. Notre époque incite davantage les Parisiens à acheter du sucre et des patates que des bijoux ou des montres. Pierre, je veux vous céder le magasin, sans que cela ne vous coûte un centime. Je n'ai pas le choix. Et surtout, j'ai confiance en vous. Il est préférable qu'un vrai Français catholique soit à la tête de cette boutique pour tenter de sauver ce qui peut encore l'être. La bijouterie Hoffman et Fils deviendrait la bijouterie Vigneault. J'aimerais que vous viviez ici avec votre épouse pendant les mois qui vont suivre, en attendant, si Dieu le veut, que la situation redevienne normale et que je puisse redonner mon nom à cette boutique. Autant dire qu'au-delà de mon éternelle gratitude, je saurais trouver les compensations financières à votre engagement. Cependant, il y a une autre chose particulière que j'aimerais vous faire accepter. Je suis seul ce soir avec mes rêves. Et tu lui as répondu? Que j'avais besoin d'en parler avec toi. Pour ou contre? Contre. C'est trop difficile de vivre dans ces conditions. D'autant que ça peut durer plusieurs mois. Sans parler du risque que nous prenons si la milice apprend la vérité. Vivre avec son patron planqué au-dessus de nos têtes. Contre. Si ça devient trop dangereux, Monsieur Hoffman s'est engagé à s'en aller d'une manière ou d'une autre. Pour. Il te signe l'acte de propriété, puis tu le dénonces aux autorités juste après. Je plaisante. C'est bien qu'il te reste un peu d'humour en pareilles circonstances. Sa boutique, c'est toute sa vie. Et déjà une bonne partie de la tienne. Si la boutique disparaît, je disparais avec elle. Et pour trouver du travail en ce moment, c'est pas mon salaire de femme au foyer qui va payer le loyer exorbitant que nous avons ici. Et chez lui, le loyer est gratuit. Pour... Et si Monsieur Hoffman décide finalement de partir en nous laissant la boutique? Contre. En ce qui concerne les commandes, la gestion, la comptabilité, ni toi ni moi ne sommes capables de faire face. On a vraiment besoin de lui. Pour... Tu es le meilleur tailleur de pierre de la planète. Tes mains sont fines et expertes. On peut pas dire la même chose de tout le reste. Tais-toi. Pierre, regarde-moi. Je t'aime. Tu es un être bon et exceptionnel. Et même si tu es un imbécile, tu es l'homme de ma vie. Je t'aime et je n'aimerai que toi. C'est comme ça. C'est inscrit dans mes gènes. Là, tout contre.
Pour... Monsieur Hoffman, je vais vous faire à mon tour une proposition assez particulière. Cela fait 3 ans qu'Isabelle et moi voulons avoir un enfant. Après plusieurs tentatives infructueuses, nous avons fait des examens. Je suis stérile. Bon, la machine fonctionne, mais pas ce qui est à l'intérieur. Monsieur Hoffman, j'aimerais que vous ayez des rapports sexuels avec Isabelle le temps qu'elle tombe enceinte. Bon, vous allez me dire que c'est de la folie, que c'est contraire à votre religion. Vous pouvez aussi dire que c'est du marchandage. Vous voyez pas autre chose qu'une envie indéfectible d'avoir un enfant. C'est une chose que je désire par-dessus tout. C'est une chose qu'Isabelle désire par-dessus tout. Et le bonheur d'Isabelle, c'est ce que je désire par-dessus tout. Si c'est à vous que je le demande, c'est parce qu'en matière d'enfant, vous savez y faire. Et que même si vous êtes mon patron, je vous aime bien. Et puis si nous vivons sous le même toit, ça sera quand même beaucoup plus simple. Isabelle n'est pas au courant du marché que je vous propose, mais je suis sûr de la convaincre, si vous me donnez votre accord. Pour ne pas vous perturber pendant les débats... Pour ne pas vous perturber, je m'efforcerai d'être absent de la maison pendant quelques heures, les jours d'ovulation. J'en profiterai pour aller faire mes claquettes au dancing des 3 portes, ou bien j'irai au cinéma. Enfin bref, je trouverai bien quelque chose à faire. Voilà. Tout ceci, bien évidemment, resterait entre nous pour toujours. Sachez aussi que si vous acceptez ma proposition, j'accepterai la vôtre. Et c'est ainsi que, face au destin, nous serons quittes. Isabelle, c'est notre seule chance. Je ne pourrai jamais faire ça. Enfin, si tu réfléchis bien, tu ne me trompes pas. C'est juste un geste médical. Et sexuel. Oui, un peu, c'est vrai. Vu sous un certain angle, mais avec un peu de philosophie. Beaucoup de philosophie. Si ça peut te rassurer, sache que c'est très difficile pour lui. Si tu crois que ça me rassure... C'est aussi très difficile pour moi. C'est juste une fois. Et si ça marche pas la première fois? Mais ça marchera, il n'y a pas de raison. Il suffit d'y croire. Il a 4 enfants. C'est un spécialiste. Oui. Enfin, non. Non, je dirais pas ça comme ça. Mais compte tenu de sa réussite en matière de fertilité, c'est un pari à tenter. Un peu comme aux courses. Il faut miser sur le bon cheval. Pense au bonheur que ce serait si tu tombais enceinte. Tu n'aurais plus ce petit air triste dans tes yeux. J'ai un petit air triste dans mes yeux. Oui, ma chérie. Ça en vaut vraiment la peine, mon amour. Je ne pourrai jamais. Cet enfant, ce n'est pas moi qui vais le faire, mais c'est moi qui vais l'élever. Je ne pourrai jamais. Ce sera mon enfant, ton enfant, mon amour, notre enfant. Le nôtre. Pierre a tenu à ce que nous ayons cette conversation avant de passer à l'acte. C'est très embarrassant. À qui le dites-vous? C'est la première fois que je vais... coucher avec quelqu'un d'autre. Nous serons donc à égalité. On va faire ça dans votre bureau. Je pense que nous n'avons pas vraiment le choix. Sur un lit, dans votre bureau. Sur un lit, dans mon bureau. Sans lumière. Sans lumière. Sans lumière, dans votre bureau. Sans lumière dans mon bureau, c'est bien. C'est mieux. C'est bien mieux. En silence. En silence. Rapidement. Rapidement. Vite fait, bien fait. Je ferai de mon mieux. Bon. Eh bien... à bientôt, monsieur Hoffman. Je pense que vous pouvez m'appeler Joseph. Oui. À bientôt, Joseph. À bientôt, Isabelle. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas occuper une de vos chambres? Je préfère rester ici. Ce sera beaucoup plus discret pour tout le monde. Et surtout moins difficile pour moi. Bien voilà.
C'est prêt. J'ai pu jeter un œil sur vos croquis. Bravo. Je suis très impatient d'admirer vos œuvres. J'avais tellement peur que ça ne vous plaise pas. Et quand bien même, maintenant c'est vous le patron, Pierre. Non, franchement, je trouve que c'est très bien. Chacun de vos modèles vous ressemble à la fois franc et délicat. J'ai quand même cherché à garder le style Hoffman. Vous avez cherché, mais vous n'avez pas trouvé. Non, sans rire, je trouve ça formidable. Vous devez affirmer votre style. C'est l'occasion ou jamais. Maintenant, je suis l'artisan. Et c'est vous, l'artiste. Pierre, je peux vous poser une question? Mais je vous en prie. Si j'avais refusé votre proposition, auriez-vous quand même accepté la mienne? Je ne sais pas. Je ne me suis pas posé la question. Je n'ai pas envisagé que vous puissiez refuser. Je ne me suis pas posé la question et si vous permettez, je n'ai toujours pas envie de me la poser. Et vous? Qu'auriez-vous fait si j'avais refusé? Ils ont embarqué tout le monde. Comment ça, tout le monde? Tous les juifs qu'ils ont trouvés. Bon, calme-toi, Isabelle, je ne comprends rien. Au stade. Au stade? Ils ont enfermé des milliers de juifs au Veldiv. Veldiv? Au stade du Vélodrome d'hiver dans le 15e. Ils les ont regroupés là-bas. Mais pourquoi faire? J'en sais rien, moi. Sûrement pas pour jouer au football. On n'aurait jamais dû accepter. Calme-toi. J'aurais jamais dû accepter. Calme-toi. On ne peut pas garder Joseph. On va quand même pas le jeter dans la rue. Je ne veux pas rester ici. On va trouver une On solution. est coincés, Pierre. Je vais trouver une solution. J'ai fabriqué un système qui permet de boucher la lucarne. Il suffit de rabattre ainsi le volet. Comme ça, la journée, vous profitez un peu de la lumière du jour. Et le soir, il n'y a plus qu'à rabattre et vous allumez les bougies. C'est très ingénieux, Pierre. Vous m'étonnerez toujours. En revanche, quand le volet est ouvert, il faut bien respecter le périmètre de visibilité. Interdiction de dépasser la ligne. On ne sait jamais. Si quelqu'un voulait y jeter un œil, un petit malin. Ou un petit nazi. Oui. Ne vous inquiétez pas, Pierre, je ferai attention à bien rester dans mes quartiers. Isabelle ou moi viendrons rabattre le volet avant la nuit tombée et vous l'ouvrir au lever du soleil. C'est parfait. Et quand la boutique est fermée, vous remontez pour le dîner. Et je redescends juste après pour aller me coucher. Et tous les midis, pendant la pause, je vous descends le petit panier préparé par Isabelle. Le pique-nique. Oui. Et ici, vous avez votre secrétaire avec tous vos dossiers. Et là, votre tableau. La femme assise. J'ai essayé de le mettre dans la même position que dans votre bureau. Là, juste en face de la chaise. Merci, Pierre. La radio, j'ai préféré la mettre dans la cuisine. J'avais peur qu'on l'entende dans la rue depuis la cave. C'est sûr qu'ici, il y a moins de fenêtres. Mais c'est plus calme. Voyons le bon côté des choses. C'est tout de même fou d'en arriver là. Mais... Monsieur Hoffman, Joseph, ça va? Excusez-moi. Je vais me battre pour cette boutique. Je sais, Pierre. Je sais. Je t'en prie, ne me précipite pas. Mais enfin, pourquoi attendre? J'ai besoin de me faire à cette idée-là. Plus tu vas attendre, plus ça va être compliqué. J'ai besoin d'un peu mieux le connaître. Ça va changer quoi? Je me suis préparée pour le faire au bureau et maintenant, il faut le faire à la cave. Pierre, je ne suis pas une machine. Ni une jument qu'on mène au cheval. Oh, mais... C'est important pour moi. Je ne suis pas prête. J'ai besoin d'un peu de temps. On laisse passer ce tour. Mais
Je crois vraiment que pour toi, comme pour moi, comme pour lui, ça serait mieux que ça ne traîne pas. On laisse passer ce tour. Délicieux dîner, Isabelle. Merci, Joseph. En même temps, une soupe de carottes et un gratin dauphinois, c'est pas très compliqué à faire. Ne te dévalorise pas, ma chérie. Ton gratin est un chef-d'œuvre. Isabelle, vous êtes au diapason de votre époux. Le collier que Pierre a créé cette semaine est de toute beauté. J'espère que nos clients auront le même enthousiasme. Même après 31 jours passés dans une cave, je sais flairer la bonne affaire. Vous avez merveilleusement associé la simplicité de la chaîne à la magnifique complexité de la pierre. Je défie toute femme qui regarde la vitrine de cette boutique de ne pas supplier son mari de vendre un jambon pour lui offrir cette merveille. Vous n'avez pas encore vu la vitrine. C'est Isabelle qui s'en est occupée personnellement. Rien ne vaut l'expérience d'une femme pour savoir ce qu'une autre femme désire. Et vu le bon goût d'Isabelle... Oh, Pierre ne vous a pas encore dit qu'il en avait déjà vendu 5 aujourd'hui. 5 Pierre, Je gardais la bonne nouvelle pour le dessert. Ça tombe bien vu qu'il n'y en a pas. 5, c'est fantastique. Non. C'est Pierre. Pierre, vous êtes un génie. Il y a bien longtemps que j'aurais dû vous laisser faire. Non, n'exagérez pas, Joseph. Il a d'abord fallu que, grâce à vous, j'apprenne les bonnes manières. Et puis, je ne vous cache pas que l'idée d'avoir un enfant me donne des ailes. Bon, ne parlons plus de ça. Après-demain est un autre jour. Trinquons avec de l'eau à la prospérité de la bijouterie. Trinquons avec de l'eau à la bijouterie Vigneault. Ça va, Joseph? Vous tenez le coup? Vous êtes de parfaits colocataires. En fait, je ressemble à une de ces marionnettes que vous avez fabriquées pour mes enfants. Je pique parfois une tête pour voir ce qui se passe au-dessus. Je suis guignol, cherchant sans cesse à échapper aux gendarmes. Je me suis préparé mentalement à chaque épreuve, à celle qui m'attend demain avec Isabelle et à celle de vivre dans cette cave à la lueur des bougies. Le plus dur, c'est le manque physique des miens, la peau de mes enfants, leurs cheveux. C'est si doux, les cheveux d'un enfant, le sourire de Rachel, la chaleur de ses doigts. Le corps se nourrit des énergies des gens qu'on aime. Et puis, il y a la peur. La peur qui a élu domicile dans cette maison. Cette peur que j'apprivoise. Elle est comme une petite sœur et me tient compagnie. Et vous, Pierre, vous avez peur? Jour et nuit. Une peur épouvantable qui me pousse à avancer jusqu'au bout. Quand j'étais petit, je supportais pas le silence. Lorsque je dessinais, je récitais des tirades de théâtre à voix haute. Il fallait sans cesse que j'invente, que je réinvente plusieurs vies pour aller au bout de chacune d'entre elles. Jusqu'au bout. Depuis longtemps, je me suis demandé où était mon jusqu'au bout. Alors, pour le savoir, j'avance. Et puis, il y a cette mission à accomplir, ce pacte que nous avons conclu ensemble. Ce pacte, si petit, par rapport à l'immensité du désastre de la vie des autres, dans cette France détruite. Mais qui justifie chaque battement de mon cœur. Un cœur qui bat de courage
et de peur. Alors faisons en sorte que le courage soit plus fort que la peur. Je sais pas vous, moi je reprendrais bien un peu de poulet. Joseph, une petite cuisse. Non, merci. Isabelle, une petite aile. Bah quoi il est pas bon mon poulet? Eh ben moi je le trouve très bon. C'est vrai, je savais plus trop le goût que ça avait, mais il n'y a pas à dire, c'est bon le poulet. Un petit verre pour faire descendre. J'insiste pas. Vous avez bien fait de garder de la place pour le dessert. Je vous présente le Saint-Honoré. Où as-tu trouvé tout ça? Une caisse de tickets de rationnement tombée du ciel. Où as-tu trouvé tout ça? J'ai mes adresses. Tu fêtes un anniversaire? Ça, l'avenir nous le dira. C'est bon, j'ai compris, je ne dis plus rien. Désolé de ne pas honorer ce saint-là. Je vais me coucher. De quel saint voulez-vous parler? Du gâteau, du Saint-Honoré. C'est un jeu de mots. Vous avez dit désolé de ne pas honorer ce saint-là. Comme si vous en aviez honoré un autre. Pierre, tu es ivre et ridicule. J'ai fait un mauvais jeu de mots pour signifier que nous n'honorons pas les mêmes saints, que nous n'avons pas les mêmes croyances, la même religion. Vous n'avez pas à vous justifier, Joseph. Bonne nuit, Isabelle. Bonne nuit, Pierre. Un Saint-Honoré. J'aurais dû prendre une tarte. J'aurais dû prendre une tarte, une bonne tarte dans la gueule, c'est tout ce que je méritais. Non, vraiment, je suis honteux par rapport à hier soir. N'en parlons plus, Pierre. Aucun de nous trois n'était dans son état normal. C'était une journée particulière. J'étais tellement ému. Et puis pour vous, comme pour Isabelle, ça n'a pas dû être facile à faire. Ah, si vous permettiez, Pierre, j'aimerais ne pas trop rentrer dans les détails. Non, moi non plus. Vous savez, tout ce qui m'importe, c'est que techniquement, tout est bien fonctionné. Techniquement. Oui, enfin, je vais pas vous embêter avec ça. Merci, Pierre. Je verrai ça avec Isabelle. C'est mieux, je pense. Hier, c'était pas le moment d'en discuter avec elle, je lui en parlerai au déjeuner. Évidemment, nous vous tiendrons au courant de la suite des événements. Bien sûr. Ah, aujourd'hui, c'est moi qui vous ai préparé le panier. C'est mon petit déjeuner. Et votre déjeuner. Je vous l'ai descendu tout de suite parce qu'il est déjà prêt et que j'étais pressé de vous faire mes excuses. Comme j'arrivais pas à dormir, j'ai cuisiné toute la nuit. Je vous ai préparé le hachis Jean Vigneault. Jean Vigneault, c'est mon cousin qui est restaurateur.
Il a inventé une recette de hachis où les patates sont remplacées par des petits pois et le bœuf par du lapin. C'est très original. J'espère que ça vous plaira. J'en suis sûr. C'est encore tout chaud. Comme un lapin. Merci beaucoup, Pierre. Bon, écoutez, je vous ai ouvert le clapier. Le clapet. Bon, c'est pas tout ça, la boutique ouvre dans 7 minutes et j'ai un paquet de colis à vendre, alors bonne journée. Et à ce soir. Ah, que la France est belle, avec ses bois, ses champs, ses vallons, ses clochers. Chaque région nouvelle nous fait soudain découvrir des trésors cachés. Du Rhône à la Rochelle, de la Garonne au Souriant. J'aurais dû prendre une bonne tarte dans la gueule, c'est tout ce que je mérite. Je viens d'aller m'excuser auprès de Joseph. Je lui ai même préparé le hachis Jean Vigneault pour son déjeuner. Aucun de nous trois n'était dans son état normal. C'était une journée particulière. Exactement ce qu'a dit Joseph. Ah oui. J'étais tellement ému. Et complètement ivre. Et puis pour toi comme pour lui, ça n'a pas dû être facile à faire. Alors, si tu le permets, Pierre, j'aimerais ne pas trop rentrer dans les détails. C'est exactement ce qu'a répondu Joseph. Bon, écoute, Pierre, à quoi tu joues? Mais à rien. À rien, ma chérie. Excuse-moi. Je disais ça comme ça, sans aucune arrière-pensée. Tu sais très bien que tout ce qui m'importe, c'est que techniquement, tout est bien fonctionné. Techniquement. Oui, enfin, je vais pas t'embêter avec ça. Merci, Pierre. Je verrai ça avec Isabelle. Je crois que je deviens fou, ma chérie. Je voulais juste savoir si tout s'était bien passé. Non, mais sans rentrer dans les détails. Je n'y tiens pas, d'ailleurs, aux détails. Mais bon. Juste savoir l'essentiel. Il a éjaculé dans mon vagin. Ah. Bien. Bah, c'est bien. Merci. Bon, c'est pas tout ça, la boutique ouvre dans 4 minutes et j'ai un paquet de colis à vendre, alors bonne journée, ma chérie. Et à ce soir. Je pense qu'il faut que nous parlions ensemble, tous les trois, pour essayer de mieux comprendre ce qui est arrivé hier. Aucun de nous trois n'était dans son état normal. Mieux comprendre ce qui est arrivé hier pour mieux préparer ce qui peut arriver demain. Joliment dit. Quelqu'un veut prendre la parole? Oui. Bien, je commence. Honneur aux femmes. Nous avons donc tous vécu, chacun à notre façon, une étrange journée. C'était une journée particulière. Je crois que jusque-là, nous avons tous bien réussi à cohabiter ensemble. La boutique marche au mieux et personne ne semble soupçonner la présence de notre hôte. Bon, j'ai bien conscience que pour Joseph, la situation, au-delà du contrat moral que nous avons ensemble, est très compliquée. Et que vivre 24 heures sur 24 dans une cave... 22 heures sur 24, n'oublions pas le dîner quand même. Enfin, ce que nous vivons ici n'est pas physiquement et moralement classique. Vous logez dans la cave de votre maison, pendant que je me prépare mentalement à coucher avec vous, et que mon époux travaille comme un forcené pour faire tourner la boutique. D'ailleurs, il semble que Pierre soit un peu surmené. Et il serait bon que le génie songe à se reposer. Au-delà de cette situation à la fois dramatique et cocasse, j'ai bien conscience, Joseph, du manque terrible et inhumain de la présence des enfants. Et de Rachel. Et quand vient se greffer par-dessus tout ça un rapport sexuel imposé par les lois de la générosité, je comprends que ça fasse beaucoup de choses difficiles à avaler. J'en reviens à moi, maintenant. Pendant plusieurs jours, je me suis préparée à ce que nous avons fait, Joseph. Quand j'ai compris à quel point je désirais avoir cet enfant pour l'élever avec mon adorable fou de mari, quand la nature nous a ouvert ses portes, nous l'avons fait. Joseph, je ne sais pas si ça va marcher. Ça va marcher. Je prie Dieu pour que ça ait marché du premier coup, pour que nous ne soyons pas obligés de le refaire. Ça va marcher. Mais si, comme le dirait ma mère, les vents de la fécondité ont décidé de nous rester contraires, ça va quelles marcher. que soient les contraintes morales et physiques que nous amène un tel geste, ça va marcher. Je vous demanderai, Joseph, de le refaire. Ça va marcher.
Ça va marcher. Ça va. Ça va. Isabelle, vous êtes le plus sage écho de cette demeure. Vous avez si bien dit ce qu'il y avait à dire que je n'ai plus rien à ajouter. Et toi, mon chéri? Tu veux dire quelque chose? Aujourd'hui, j'ai vendu 34 colliers. Décidément, je crois que nous faisons fausse route tous les deux. Et notre acheminement dans la nuit ressemble étrangement à notre aventure. Je m'aperçois en effet que ou bien je me laisse guider par toi les yeux fermés, ou bien je ralentis ta marche. Voilà ce que faisaient des hommes de génie à l'heure où nous venions de perdre la guerre. Utrillo, Lorrain, Marie-Laurencin, Juana, Lucas, Dufy, enfin Matisse, puis Mayol. Voilà. Et entre nous, on a le droit de considérer, n'est-ce pas, que des œuvres pareilles, ça tient lieu de victoire. 1943, ça continue. Oui, oui. La France continue. Non. Eh bien, nous sommes maintenant parmi tous ces jeunes qui se sont engagés dans les Waffen-SS et qui vont partir. Eh bien, pourriez-vous me dire, vous, monsieur, je vois votre boutonnière, l'insigne du francisme, pourquoi vous êtes-vous engagé dans les Waffen-SS? Bien, je me suis engagé dans les Waffen-SS. C'est pour aller d'abord combattre le bolchevisme, et c'est surtout pour satisfaire aux aspirations de mon parti que je pars dans les Waffen-SS. Et que faisiez-vous dans la vie? Ah oui, j'étais bureaucrate. Pour combien de temps êtes-vous engagé? Ben, faut une durée illimitée, je ne l'ai même pas demandé. Bravo. Les jeunes volontaires dans la formation d'élite que représentent les SS sont une chance de plus pour la France de reconquérir en Europe une place digne de son passé. Excuse-moi, mon chéri, je t'ai fait peur. Non, je t'avais pas vu rentrer. Tu viens d'où? De la cave. De la cave? Mais c'est pourtant pas le jour de... Non, ce n'est pas le jour de... Mais comme tu avais oublié de fermer le volet, je suis allée le faire moi-même. Comment tu as su que j'avais oublié? Je m'en suis rendu compte en passant devant le mur de la maison, en rentrant des courses. C'est bon, monsieur la Gestapo? L'interrogatoire est fini? Ça fait 19 minutes que je suis dans cette pièce. Je ne t'ai pas vu passer pour descendre. C'est parce que j'y suis descendue il y a une demi-heure. Il t'a fallu une demi-heure pour fermer le volet? Non, pour le volet, il m'a fallu 27 secondes. Et pour le ménage, 29 minutes et 33 secondes. Depuis quand tu fais le ménage en bas, toi? Depuis toujours. Enfin, depuis qu'on habite ici, une fois par semaine. Ah bon, je ne savais pas. Eh bien maintenant, tu sauras. Et Joseph n'est pas capable de faire son ménage tout seul. Si, il en est capable, mais je trouve normal que ce soit moi qui le fasse. Ah oui? Déjà parce que je pense le faire mieux que lui. Et parce que c'est déjà assez difficile comme ça de vivre à la cave pour ne pas en plus se coltiner le ménage. Et moi, par la cuisine et la mise en valeur des vitrines, j'ai du temps pour nettoyer. Que ce soit en haut ou en bas. Et puis, on en profite aussi pour... Pour écrire les lettres. Les lettres? Oui, les lettres pour la Suisse, pour sa famille. Non, mais ne commence pas à paniquer, j'ai pensé à tout. Tais-toi, je ne suis pas assez folle pour envoyer à Genève une lettre écrite et signée de la main de Joseph. C'est moi qui écris les lettres que Joseph me dicte. Il donne, en utilisant mon nom et mon écriture, des nouvelles banales à sa famille. Ah, des nouvelles banales? Il parle... Enfin non. Je parle de la bijouterie, du temps qu'il fait. C'est une manière de rassurer sa famille, de dire que tout va bien, qu'il est toujours en vie. Et de la même manière, sa femme lui répond en s'adressant à moi, en ayant soin de signer avec un autre nom. Sa femme envoie des lettres ici,
chez nous. Oui, tu ne t'en es jamais rendu compte parce que c'est toujours moi qui m'occupe du courrier. Mais c'est très dangereux de recevoir du courrier de la Suisse par les temps qui courent. Que sais-tu de la Suisse et des temps qui courent? Tu es toujours enfermé dans ta boutique. Bon, écoute, jusqu'ici, il n'y a jamais eu de problème. Non! Non, 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 non. Maintenant, c'est toi qui vas écouter. Tu vas dire à Joseph de te dicter une lettre qui fera comprendre d'une manière ou d'une autre à sa femme qu'il ne faut plus qu'on reçoive du courrier de Suisse chez nous. Pour l'instant, j'accepte que tu les envoies une fois par mois, parce que c'est moins risqué et que je ne suis pas un monstre. Mais à partir d'aujourd'hui, on n'en reçoit plus, tu m'entends? Tu promets? Oui. Tu me le jures, on n'en reçoit plus. Oui, je te le jure, on n'en reçoit plus, je comprends. Mais comprends aussi que ça lui fait du bien à Joseph. Ça lui fait du bien. D'écrire à sa femme. Ah oui, 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 oui. Oui, ça lui fait aussi du bien à Joseph de temps en temps de culbuter la femme de ménage. Pierre, n'oublie pas que c'est un geste médical. Et un peu sexuel quand même. Mon amour. Mon grand amour. Je suis désolée. J'aurais sans doute jamais dû faire ça. Faire quoi? Les lettres. Ah oui, oui, oui. C'était une mauvaise idée. T'aurais pu m'en parler. J'aurais dû t'en parler, mais si je ne l'ai pas fait, c'est parce que tu aurais refusé. Moi, Bon, je- on n'en parle plus. Et quand je serai enceinte, c'est toi qui feras le ménage en haut. Et pour le bas, c'est Joseph qui le fera. Quand tu seras enceinte, avec tout l'argent qu'on gagne, je prendrai une femme de ménage pour s'occuper du haut et c'est Joseph qui nettoiera le bas. Il se fera la conversation à lui-même, ça l'occupera. La conversation, je pourrais toujours la lui faire. Non, Ça n'empêche écoute, pas. je- Tais-toi. Tu es bête et méchant. Occupe-toi donc un peu de ta femme, mon grand méchant. Oh, tu es bête et méchant. Oui. Félicitations, Pierre. Vous allez faire notre fortune. Même au plus beau jour de cette boutique, je n'ai pas souvenir d'un bilan aussi favorable. Vous remplissez à merveille votre contrat. Merci, Joseph. Je suis triste de ne pas avoir encore rempli le mien. Les vents de la fécondité ont décidé de nous rester contraires, comme dirait ma belle-mère. Pourtant pas faute d'avoir essayé. Je vais pouvoir faire les championnats du monde de claquettes. Si vous voulez, Pierre, on peut arrêter tout ça. Non, il n'en est pas question. Maintenant qu'on a commencé, on ne peut plus s'arrêter. Ça serait un terrible échec. Je ne me suis pas donné tout ce... On ne s'est pas donné tout ce mal pour s'arrêter là. Et puis, Isabelle s'est mis en tête que ça allait marcher. Elle a déjà acheté un berceau, une layette et un hochet. Ses yeux ne sont plus tristes. Comment vous savez ça? C'est elle qui me l'a dit. Elle vous a dit quoi? Elle m'a dit que vous lui aviez dit que ses yeux étaient tristes. Pourquoi vous a-t-elle dit ça? Je ne sais pas, moi. Elle m'a dit ça au détour d'une conversation. D'une conversation? Il n'a jamais été question que vous ayez ici une conversation avec Isabelle. Ça ne vous suffit pas de lui dicter vos lettres? Calmez-vous, Pierre, ce n'est pas du tout ce que vous imaginez. La seule conversation que vous devez avoir ici avec Isabelle est d'ordre sexuel. Les jours qui sont prévus pour ça. On va arrêter tout ça. Non, il est hors de question, Joseph. Vous avez une dette envers moi. C'est moi qui décide quand ça s'arrête. Le patron, aujourd'hui, c'est moi. Je donne tout pour votre boutique. Pour notre boutique, Pierre. Je donne tout pour cette boutique. Pour le bébé et pour le bonheur d'Isabelle. Alors, s'il vous plaît... En dehors des dîners, pas de conversation. On ira jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. C'est moi qui décide quand ça s'arrête. Quand et comment ça s'arrête. Chérie! Samedi, je t'emmène à la Comédie Française. On m'a donné 2 invitations au cœur de l'orchestre. Qui? Comment ça, qui? Qui t'a donné ces invitations? Otto Abetz. Abetz. L'ambassadeur? Tu plaisantes? Si j'avais voulu plaisanter, je t'aurais dit Adolf Hitler. Pourquoi Otto Abetz?
Nous avons sympathisé. Sympathiser? Tu sympathises avec les nazis maintenant? Oh, écoute, Isabelle, ne fais pas semblant d'être bête. Même chez les nazis, il peut y avoir des gens sympathiques. Et puis Abetz parle parfaitement notre langue. Puisqu'il est marié depuis 10 ans à une Française. Charmante au demeurant. Il a offert un collier à sa femme. Et puis il est revenu avec des amis qui en ont fait de même. C'est un homme très cultivé. Il a engagé la conversation. Nous avons parlé d'art, de théâtre, de mes inspirations. Il y a quelque temps, je lui ai parlé de ma passion pour les sculptures de Camille Claudel. Et aujourd'hui, il est venu en personne m'apporter 2 billets pour aller voir la pièce de son petit frère. Le frère d'Otto Abetz écrit des pièces? Non, le frère de Camille Claudel. On a du mal à se comprendre. On a du mal, oui. Paul Claudel est le frère de Camille Claudel. Il a écrit une pièce qui s'appelle Le soulier de satin. C'est Jean-Louis Barrault qui met en scène. Et le 27, c'est la première. Isabelle, je ne comprends pas où est le problème. On a quand même le droit d'aller au théâtre, non? On y allait souvent avant la guerre. On a rarement l'occasion de s'évader en ce moment. Je te le fais pas dire. Isabelle... Si nous ne sommes pas obligés de rester avec tes nouveaux amis à la fin de la représentation, j'accepte. Justement, nous étions conviés à partager un verre avec les artistes. Et Otto Abetz. Et monsieur Sacha Guitry sera là aussi. Tu adores ses pièces. Si nous ne sommes pas obligés de rester avec tes nouveaux amis à la fin de la représentation, j'accepte. Ça n'arrête pas! Je vais être en rupture de stock si ça continue. Le père Joseph a pas vu assez grand. J'ai suffisamment de pierres pour finir le mois, mais il n'a pas commandé assez de fermoirs. Et comme tout le monde veut le même collier... S'il y a bien une chose que la guerre ne change pas, c'est la couleur des moutons. Ça doit être une expression de ta mère, vu que je la comprends pas. Ça veut dire que les gens sont toujours obligés de suivre la mode. D'avoir toujours la même chose que les autres. Ils veulent tous avoir le même collier, et ce collier, c'est le tien. Ça tombe bien. Ton collier ne se démodera pas. Mazel tov, comme dirait Monsieur Hoffman. Pourquoi tout d'un coup tu dis Monsieur Hoffman? Pardon? Tu aurais pu dire Mazel tov, comme dirait Joseph, et tu as dit Monsieur Hoffman. Je sais pas, ça m'est venu comme ça. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas dit son nom. Peut-être parce que la dernière fois que je l'ai entendu dire Mazel tov, je ne l'appelais pas encore Joseph. Pierre, Joseph? il y a une question que je n'ose vous poser depuis longtemps. Je vous écoute. Qui achète tous ces colliers? Comment ça, qui? Quel est le type de personne qui achète vos colliers? Pourquoi me posez-vous une question dont vous connaissez déjà la réponse? Avouez que ce n'est pas facile à avaler. Mais l'argent n'a pas d'odeur. L'argent ne fait pas tout, Pierre. Il ne remplace pas l'essentiel. L'essentiel? L'amour, la famille, la dignité. L'amour? Ah, ça n'a pas de prix, sans doute. La famille? Je ne sais pas encore trop bien ce que c'est. La dignité? Prendre l'argent des Bosch pour sauver le commerce d'un juif, c'est peut-être pas digne, mais c'est quand même rigolo. On a rarement l'occasion de rigoler en ce moment. Alors, comme dirait ma belle-mère, il faut savoir accepter de manger les miettes, surtout lorsqu'elles ont le bon goût du pain frais. Et puis, qui de nos jours a les moyens de se payer des bijoux? Les Juifs? Sans vouloir faire de mauvais esprit, en ce moment, on n'en voit pas beaucoup. Les Français, ils ont à peine de quoi se payer un guidon pour leur vélo. Ah bah, il y a les collabos qui vendraient leur mère pour toucher le gros lot. Et puis, il y a les teutons, les officiers de la Wehrmacht, qui ont gagné la guerre, et qui ne valent pas moins que les collabos qui font semblant de l'avoir gagnée. T'as les collabos qui ont bien souvent moins bon goût que les officiers. Le bon goût nazi, c'est bien connu. Ne jouez pas sur les mots, monsieur Hoffman. N'essayez pas de me culpabiliser. Ça fait plus de 10 ans que je travaille pour vous. À l'époque, quand vous m'avez proposé ce boulot, vous savez ce qu'on m'a dit? Tu vas quand même pas turbiner pour un youpin. Vous savez ce que j'ai répondu? Je veux avoir le courage de travailler pour un juif qui a le courage de ne pas employer un juif.
Alors pas de morale, s'il vous plaît. Contentez-vous de ce que vous avez. Je me contente bien, moi, de ce que je n'ai pas. Et je ne suis pas raciste. Ni envers Hitler, les Boches, les Juifs et tous ces contes français. Je ne suis pas catholique, je ne crois même pas en Dieu. Parce que si Dieu existe, on ne peut pas dire qu'il ait fait du bon boulot. Je ne crois ni en Dieu, ni en Hitler, ni en De Gaulle, qui fume les cigares de Churchill en Angleterre pendant que nos gars chiquent du tabac pour remplir leur ventre vide. Monsieur Hoffman, l'argent n'a pas d'odeur. L'amour ne s'achète pas. La famille, on peut toujours en rêver. Et la dignité, ça fait plus d'1 an que je l'ai mise de côté. Il me reste les claquettes. Je sais plus quoi faire. Tu dois pas abandonner, ma chérie, la prochaine fois sera la bonne. J'y crois plus. Tu dois y croire, parce que moi, j'y crois. Tu n'as pas le droit de ne pas y croire. C'est parce que Joseph et toi, vous n'y croyez pas que ça marche pas. C'est dans vos têtes, tout ça. Ce n'est pas normal que ça marche pas. À croire que vous le faites exprès. Hein, que ça vous plaît de recommencer. Mon amour, tu deviens fou. On va arrêter tout ça. On ira jusqu'au bout. C'est moi qui décide quand ça s'arrête. Quand et comment ça s'arrête. À Paris, au Palais Berlitz, vient de s'ouvrir l'exposition Le Juif et la France. Au pied de la gigantesque statue La France nouvelle, se dégageant de l'emprise juive, le capitaine Sézille prononce le discours d'inauguration. Pendant les 3 premiers jours, 13 000 personnes ont visité cette remarquable exposition où se trouvent rassemblés les documents, les photographies démontrant le péril juif dans tous les domaines de l'activité nationale. Ces graphiques, ces tableaux, ces statistiques donnent véritablement le vertige. Ils prouvent combien la France, victime de sa générosité et de sa traditionnelle hospitalité, surtout depuis 1936, s'était enjuivée. Tous les postes de commande de la Maison France se trouvaient entre les mains des Juifs. Après avoir jeté dans la guerre un peuple profondément attaché à la paix, ils ont conduit la France vers la plus totale défaite de son histoire. Telle fut l'œuvre destructive des Juifs en France. Chérie, samedi, nous aurons des invités de marque à dîner. Air ambassadeur Otto Abetz? Exactement. Otto Abetz et son épouse. C'est une blague. Pourquoi je blaguerais? Oui, il nous a invités à la Comédie Française et nous nous sommes régalés. Puis j'ai pas vraiment eu le choix. Il m'a dit qu'il serait très heureux de te rencontrer, vu qu'il ne t'a aperçu que de loin au théâtre. Je ne pouvais pas ne pas l'inviter. Si encore tu avais accepté de partager un verre après la représentation. Déjà qu'il a fallu que je prétexte une indigestion pour ne pas rester. N'espère pas me faire culpabiliser. Et je te rappelle aussi que c'est mon meilleur client. Et celui qui me fait le plus de publicité. C'est en partie grâce à lui que nous pouvons acheter le Saint-Émilion et le cochon de lait que nous aurons au souper. C'est un repas d'affaires, tout simplement. Ne joue pas à l'imbécile, Pierre. Aurais-tu, comme Joseph, des scrupules à vivre grâce à l'argent des Allemands? Je ne vis pas grâce à l'argent des Allemands, mais grâce aux fruits de ton travail. Et aussi de celui de Joseph. Et je crois même un peu du mien. Je sais que nous sommes en temps de guerre, dans une situation particulière. Je n'ai jamais fait la fine bouche pour savoir qui achète tes colliers. L'argent n'a pas d'odeur. Mais de là recevoir chez nous cet homme... Cet Allemand qui a gagné la guerre. Pierre, je vois bien que tu as mal. Sans doute à cause de moi qui n'ai pas su deviner tes souffrances. Ni celle de Joseph qu'on a enfermé comme un rat. Bon, c'est Joseph qui a eu cette idée-là. Et l'autre idée, c'était la sienne? La bonne idée. La belle idée. Un si beau rêve. Un beau rêve qui ne se réalise pas est un cauchemar pour ceux qui rêvent. Pierre, je ne cherche pas à savoir entre toi qui en a eu l'idée ou moi qui l'ai acceptée à qui revient la faute. Ce que je sais, c'est que Joseph n'a pas à subir les conséquences de cet échec. Joseph n'est pas responsable. Pierre, je ne vais pas dîner avec des nazis sous prétexte qu'ils sont nos clients et qu'ils nous invitent à la Comédie Française. Nous n'allons pas partager un repas avec un nazi, chez nous, dans une pièce, juste au-dessus de la cave où nous cachons un juif. Tu me parles du danger de recevoir des lettres de Suisse et tu invites un homme qui jette les juifs dans des camps. Mais tu n'en as pas la preuve. Mon chéri, je sais que tu travailles beaucoup, mais ne fais pas l'innocent. Ne me dis pas que tu n'es pas au courant de ce qui se passe en dehors de cette boutique. Pierre, mon amour. Tu as des doigts de fée, un cœur en or, mais tu as aussi des yeux, des oreilles. Ne me dis pas que tu ne sais pas ce que fait Abetz. Tu n'en as pas la preuve. Abetz, c'est un nazi. Et les nazis sont des monstres. À Nice, en pleine rue, ils ont pendu des innocents à des réverbères. Ils les ont laissés pourrir pendant des jours.
Pierre, tu n'entends pas les sirènes, les coups de fusil, le cri des gens qui crèvent de faim et de froid, le bruit des bottes qui claquent sans cesse. Le seul bruit que j'entends, c'est celui des claquettes. C'est celui de ton souffle. De ton souffle et du sien. Et le bruit des claquettes n'est jamais aussi fort que ton souffle et le sien. La seule chose que je vois, c'est ton petit air. Ton petit air triste qui n'est plus triste. Et ce petit air qui n'est plus triste, c'est à lui qu'il appartient. La peur a changé de visage. Ce n'est plus le nazi, mais le juif que je crains. Oh. Je ne l'ai pas encore dit à Pierre. Pour l'instant, ça doit rester entre nous. Cheval blanc en 1924. Même Hitler n'a jamais eu la chance de boire ça. Tu as donc décidé d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout de nos engagements, oui. On va se régaler. On va faire ça tout simplement à la cuisine. À la cuisine. Abetz a insisté pour que nous dînions en toute simplicité à la cuisine. Son épouse et lui ne supportent plus les repas officiels, trop guindés. Et c'est à la cuisine en toute simplicité qu'on va leur servir du cheval blanc et du cochon de lait. Je vais quand même pas leur servir de la piquette et des navets. Mais ça va très bien se passer. Ils seront ravis de leur soirée. Ils continueront à m'envoyer tous leurs amis pour acheter mes colliers. Je te l'ai dit, c'est un repas d'affaires. En toute simplicité. Ça permettra d'asseoir pour longtemps notre prospérité et celle de Joseph. En préparant ce dîner, c'est notre avenir que je prépare. Et à l'avenir, si les Boches se font enfin virer de Paris, tu n'as pas peur qu'on dise « Tiens, le Vigneault, il a bien prospéré avec les Allemands. Il a même trinqué avec Abetz. Et avec du cheval blanc. Ah, il a bien fêté la défaite des Français pendant la guerre. » J'ai un alibi en béton. Le Vigneault, il a planqué un juif sous le nez des Allemands pendant l'occupation. Et le juif est au courant que tu lui mets son bourreau au-dessus de la tête. Je n'ai pas à justifier auprès de Joseph de ce qui se passe chez moi. Je ne suis pas toujours au courant de ce qui se passe chez lui. Chacun chez soi. Et puis, on n'invite pas Abetz pour dîner à la cave. On pourra toujours proposer à sa femme d'y aller faire le ménage ou la conversation. Pierre, je sais qu'aujourd'hui, je ne pourrai rien obtenir de raisonnable de toi. Je vais préparer ce dîner parce que nous n'avons plus le choix. Je vais être aimable avec tes invités, tout va très bien se passer. Mais à partir de demain, il faut qu'on réapprenne à s'écouter et à s'aimer. Ce sera la seule condition pour que je reste. Je descends à la cave pour fermer le volet. Inutile de vous déplacer, Isabelle. Je viens m'inviter à la fête, en toute simplicité. Vous écoutez aux portes? C'est vous qui l'avez laissée ouverte, Pierre. Un acte manqué de plus dans notre histoire. Joseph, vous ne pouvez pas rester ici. Vous avez entendu qu'il vient dîner ce soir.
C'est bien pour ça que je me fais une joie de participer à ce joli repas d'affaires. N'importe qui peut entrer à tout moment dans cette boutique. Exceptionnellement, vous fermerez la boutique plus tôt, Pierre. Joseph, vous n'avez pas le Je droit. ne descendrai pas sans avoir dîné avec Abetz, les yeux dans les yeux. Mais on va lui dire quoi? Qu'on a invité un ami juif qui veut le regarder dans les yeux? Je veux savoir ce qui différencie le regard d'un nazi du vôtre, Pierre Vigneault. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour me perdre? Mon identité n'est pas inscrite sur mon visage et je ne baisserai pas mon pantalon. Dites-lui que je suis un cousin à vous, que je suis votre cousin cuisinier. Jean, c'est ça? Il habite où, Jean? Au Mans. Le nom de son restaurant? Chez Jean. Je suis Jean Vigneault et j'ai profité de la fermeture pour congé annuel de mon restaurant chez moi-même pour venir faire un petit coucou à mon gentil cousin Germain de Paris. Tiens, Germain, ça vous va très bien. C'est bon pour nos affaires. Et il y a du cochon au menu ce soir. Ça tombe bien, j'en ai jamais goûté. Et puis, comme dirait la belle-mère, tout est bon avec du Saint-Émilion. Et puis, en temps de guerre, il faut savoir s'adapter. Joseph, n'allez pas tout gâcher. Tout gâcher. Le gâchis, Pierre, je vous le laisse. Isabelle, auriez-vous la gentillesse de bien vouloir me passer la nappe, s'il vous plaît? Dankeschön. Je vous en prie, c'est par ici, rentrez, c'est par là, rentrez, je vous en prie. Je vous en prie. Ça fait du bien de laisser les 4 comiques dehors. Suzanne veut parler des soldats qui nous accompagnent. Mesures de sécurité. On les laisse sur le palier, ça leur fera les pieds. ou alors on les enferme à la cave et après le repas, on vient les chercher. Je crois qu'ils seront mieux sur le palier. Je ne me sépare jamais de votre collier. Je suis flatté, madame l'ambassadeur, merci. Oh, je vous en supplie, Pierre, pas de manière entre nous ce soir. Appelez-moi Suzanne et appelez-le Otto. Alors, Suzanne, Otto. Pour une fois qu'on n'est pas obligé de serrer les fesses à chaque fois qu'on ouvre la bouche, on ne va pas s'en priver. Je vous prie de bien vouloir excuser le langage très spontané de mon épouse. C'est mon côté français. C'est aussi ce qui me plaît chez elle. En tout cas, nous sommes ravis de votre présence chez nous. Et voici la belle Isabelle. Je vois où vous puisez votre inspiration, mon cher Pierre. Isabelle, vous êtes jolie de loin et bien plus belle de près. Oh, merci beaucoup. Elles sont magnifiques. Je suis désolée pour mon petit malaise de l'autre soir. Vous êtes toutes pardonnées. Après un spectacle si indigeste, il y avait de quoi être dérangé. Oh, j'allais oublier. Oh, du champagne. Vous faites des folies, Otto. Ça nous a pas coûté cher. On l'a saisi chez un antiquaire homosexuel. Je crains que Suzanne ne soit en grande forme ce soir. Et voici Jean, Le cousin Germain. mon cousin du Mans, qui nous a fait la surprise de sa visite.
On n'a pas voulu le laisser dehors avec vos hommes, alors on lui a proposé de se joindre à nous. Le Mans, c'est le pays des rillettes. J'adore les rillettes. Quel dommage. Si j'avais su, j'en aurais rapporté. Oui, Jean est restaurateur. Suzanne, Otto. Ça sent bon. Il y a un petit parfum grillé par là, non? C'est magnifique. Il n'y a pas de rillettes, mais on aura du cochon à table. Et si justement nous passions à table? Excellente idée. Je mangerai du rat tellement j'ai faim. Malheureusement, ce soir, il n'y en aura pas. On est en rupture de stock. En guise d'apéritif, j'ouvre votre champagne. Ah, laissez-le au frais, il est encore un peu chaud. L'antiquaire n'avait pas de glacière. La glacière, Göring l'a saisie une semaine plus tôt. De toute façon, je préfère boire le champagne avec le dessert. Oh, enfin, s'il y en a un. Ah oui, ne vous inquiétez pas, Suzanne. On a pensé à tout. Ah, c'est parfait. Bon, eh bien, je vous en prie, asseyez-vous. Suzanne, Otto, Jean. Au milieu? Pierre. La place du chef. Comme à la campagne. Tradition normande. Vous êtes normand? Oui, Pierre et moi venons de Louvigny, un village normand à côté de Caen. Caen? C'est le pays des tripes. J'adore les tripes. À la mode de Caen. Vous savez les préparer? Moi, vous savez, tout ce qui est tripes, rognons, cervelle, ça n'est pas trop mon rayon. J'ai un peu de mal avec tout ça. Bon. Alors, je ne vous parle pas de l'andouillette. J'adore l'andouillette. Ma chérie, personne n'en doute ici. Mais l'andouillette, ce sera pour une prochaine fois. On peut parler d'autre chose. Oh, si on peut plus rien dire, alors. Tu es un vrai nazi, mon chéri. Je te rappelle qu'ici, c'est la France. Les Français ne peuvent s'empêcher de parler de nourriture pendant qu'ils mangent. Des pléonasmes vivants. Ici, c'est la France! Le pays de la liberté d'expression. La liberté d'expression, paillarde. D'ailleurs, Caen, ce n'est pas que le pays des tripes à la mode de Caen. L'autre spécialité locale, ce sont les lits. Les lits de Caen. Si vous riez, elle ne s'arrêtera jamais. Pour des gens élevés à la campagne, vous n'avez pas l'air de paysans. Mon père était l'instituteur du village. Et le mien était professeur de dessin au collège de Caen. Ce qui explique tous vos talents. Et vos mères élevaient leurs enfants. Otto, je vous propose de goûter le vin. Pierre, vous nous avez particulièrement gâtés. Je suis visiblement tombé sur le bon soir. Manger en toute simplicité à la cuisine ne nous empêche pas d'avoir envie de choyer nos invités. Oh, le vin, c'est toujours Suzanne qui le goûte. C'est une spécialiste. Ah. C'est elle qui m'a appris à l'aimer. Mon père possède un vignoble dans le Beaujolais. Ah. Nous attendons impatiemment le verdict. Normalement, il faut cracher le vin après l'avoir goûté. Mais ce soir, ma chérie, on va s'en passer. Bouchonné. Je plaisante, il est parfait. J'ai eu une de ces peurs. Suzanne est aussi spécialiste des bonnes blagues. Non, merci, pas pour moi. Celle-ci marche à chaque fois. À part que cette fois-ci, c'est pas une blague, il est vraiment bouchonné.
Jean aussi est spécialiste des bonnes blagues. Je ne plaisante malheureusement pas, je pense qu'il est bouchonné. La première gorgée est souvent traître, comme le vin du premier verre a touché le bouchon. On peut se dire que c'est normal que le vin ait un petit goût de bouchon. C'est vrai, il est bouchonné. Je me suis laissée avoir par la première gorgée. Avec les Bordeaux, c'est toujours compliqué de faire la différence entre le bouchon et le boisé. Sûr qu'avec du Beaujolais, on n'est jamais piégé. Qu'à cela ne tienne, j'ai une autre bouteille. Hein. Ah chérie, tu étais si concentré sur ta blague du bouchonné que tu n'as pas fait attention à la première gorgée. Au nez, déjà, j'aurais dû m'en rendre compte. Bon. Cette fois-ci, il est parfait. Vous avez raison, Suzanne, il est délicieux. Ah, moi, encore une fois, je suis vraiment désolé hein, pour la première bouteille. Avec le vin, on n'y peut absolument rien. Même les plus grands crus ont leurs caprices. Un peu comme les femmes. Difficile de leur résister. Surtout lorsqu'elles sont aussi ravissantes que vous, Isabelle. Oh, vous me faites rougir. Et ça vous va très bien. Méfiez-vous, Pierre. Un trésor si précieux, ça peut faire des envieux. Surtout chez les cheleux. Vous savez, j'essaye d'en prendre soin. Déjà, quand j'étais petite, Pierre était mon chevalier servant. Quand on jouait ensemble sur la place du village, personne n'osait m'embêter. On a toujours été ensemble. Vous n'avez jamais l'un et l'autre fait tigrim boum boum avec quelqu'un d'autre? Suzanne. Isabelle et Pierre, c'est le couple idéal. Va bientôt falloir nous faire un enfant. Suzanne. On y travaille. Et voici pour commencer un feuilleté au camembert. Une spécialité de chez nous. Vous l'auriez deviné. Otto et moi avons décidé de ne pas avoir d'enfants. On préfère ceux des autres, on les voit moins souvent. Et vous, Jean? Vous êtes marié? Vous avez des enfants? Marié avec 2 enfants, un garçon et une fille. Le choix des rois. Ils sont restés au restaurant avec leur mère. Quel est le nom de votre restaurant? Restaurant chez Jean. Vous proposez quel type de cuisine? Cuisine du marché. C'est plutôt la cuisine du marché noir en ce moment. Si nous passons dans le coin, nous serons ravis de venir goûter vos spécialités. Vous serez les bienvenus. Mais Otto, vous parlez parfaitement bien notre langue. Suzanne est un excellent professeur. Otto savait déjà parfaitement le français quand je l'ai rencontré. J'ai toujours adoré la France. Et les Françaises. Et la culture française. La peinture et la littérature française. J'ai été professeur d'art à Karlsruhe. Dans une école de jeunes filles. Avant de m'engager auprès du parti nazi, j'étais un socialiste pacifiste et francophile. J'organisais des rencontres franco-allemandes afin de tenter la réconciliation et le rapprochement des 2 peuples. C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Nous sommes le rapprochement des 2 peuples. Puis-je me permettre de vous poser une question d'ordre politique, Otto? Je vous en prie, Jean. Permettez-vous. Ce soir, nous sommes entre nous et nous pouvons aborder tous les sujets, même les plus tabous. Comment un homme pacifiste devient l'ambassadeur de l'Allemagne nazie à Paris? Oui.
Par amour. Par amour pour le Führer. Quand j'ai rencontré Hitler au début des années 30, j'ai eu un véritable coup de foudre pour lui. Son charisme. Extraordinaire. Sa réflexion politique et sa vision moderne de l'Europe m'ont éclairé. Hitler est un guerrier au service de l'humanité. Hitler est un humaniste. Un humaniste qui se débarrasse des Juifs. Un humaniste est là pour sauver les hommes, Jean, pas les Juifs. Et pour sauver les hommes, il faut les débarrasser des Juifs. Pierre, je me permets de vous prendre en exemple. Pierre, avant la guerre, n'était que le simple employé d'un Juif. Nous l'avons débarrassé du Juif. Et maintenant, Pierre est devenu le bijoutier le plus en vogue de Paris. L'homme débarrassé du Juif peut enfin exprimer son vrai potentiel. Le Juif est un vampire qui se nourrit du sang du travail des autres. Les plus grands auteurs n'ont pas manqué, depuis toujours, de nous prévenir de la nuisance des Juifs. Shakespeare. Shakespeare, dans Le Marchand de Venise, nous montre Shylock. Un marchand juif assoiffé de sang et d'argent, prêt à arracher de ses propres mains le cœur de son concurrent. Un juif n'a-t-il pas des yeux? Un juif n'a-t-il pas des mains? Des organes, des membres, des sens, de l'affection, de la passion, nourris avec la même nourriture, blessés par les mêmes armes, exposés aux mêmes maladies, soignés de la même façon dans la chaleur ou le froid du même été ou du même hiver que les chrétiens. Si vous nous piquez, ne saignons-nous pas? Si vous nous chatouillez, ne rions-nous pas? Si vous nous empoisonnez, ne mourrons-nous pas? J'ai joué Shylock à l'école en cours de théâtre. Je ne cherche pas à vous contredire, Otto. Je reconnais qu'il y a dans Le Marchand de Venise de nombreuses répliques qui peuvent laisser croire que Shakespeare était antisémite. Ou pas. Mais puisque nous parlons sans tabou ce soir, je vous dirais que quel que soit l'amour ou la haine qu'on leur porte, je ne comprends pas que la Grande Allemagne ait besoin d'enfermer des Juifs dans des camps pour imposer sa suprématie. Je ne vois pas en quoi les Juifs peuvent nuire au Troisième Reich. Connaissant ma passion pour l'art, Hitler m'a chargé de réquisitionner toutes les œuvres possédées par les Juifs de Paris. Je peux témoigner que les innombrables trésors que j'ai pu saisir pourraient remplir les plus beaux palais du monde. Ce n'est donc pas à la race juive que vous en voulez, mais à son argent? Nous en voulons à la race de ceux qui gagnent de l'argent sur le dos des autres. Mais cet argent sera redistribué aux autres? N'est-ce pas déjà le cas? Hitler a son trésor de guerre et vous avez votre boutique, Pierre. J'apprécie votre sincérité et votre courage. Faisons que le courage soit plus fort que la peur. C'est de Shakespeare, ça aussi? Non. C'est de Jean. Il ne cessait de le répéter en boucle lorsque nous jouions à la cave quand on était petits. Mais aujourd'hui, les petits ont bien grandi. Oui. Et ce n'est pas trop dur, quand on est un passionné d'art comme vous l'êtes, d'avoir entre les mains de tels chefs-d'œuvre? Et de les voir s'envoler pour le musée d'Hitler à Linz, ou la collection personnelle de Göring. Bien sûr que ça m'arrache le cœur. Mais ma tête reste bien faite et j'obéis au devoir du Führer. Heil Hitler! À propos, je voulais vous demander si votre ancien propriétaire, Monsieur Hoffmann, je crois, n'aurait pas laissé quelques tableaux ici. Sachant que si tel était le cas, je me permettrais de vous les confisquer. Moyennant un très bon prix, bien sûr. Monsieur Hoffmann ne m'a laissé que sa boutique. Pour un Juif, c'est déjà beaucoup. Si d'aventure vous tombiez sur une toile en rangeant le grenier... Au grenier, il n'y a que des toiles d'araignée. Ou à la cave. On ne sait jamais. Mais pourquoi pensez-vous que Monsieur Hoffmann possédait des toiles? Parce que je suis bien renseigné. À dire vrai, je recherche des œuvres
que possédait Paul Rosenberg. Celui-ci n'ayant pu transporter tous les tableaux de sa collection quand il a fui la France. Il les a éparpillés un peu partout chez des amis. J'ai pu en récupérer quelques-uns. Et Monsieur Hoffmann était un ami de ce Monsieur Rosenberg. D'après les témoignages de ses autres amis, oui. On témoigne très bien sous la torture. Suzanne. Ah oui, pardon. Ils n'ont pas été torturés, ils ont été interrogés avec conviction. Si vous mettez la main dessus, n'hésitez pas à m'en faire part. Votre prix sera le mien. À ce prix-là, ça vaut la peine de bien faire le ménage. Et la reine du ménage, ici, c'est moi. Non, les seules choses que Monsieur Hoffmann ait laissées d'un peu précieux dans cette boutique, c'est cette vieille radio. Et son petit secrétaire ancien. On l'a mis à la cave, au milieu des vieux accessoires de théâtre de pierre. On garde les couverts à la bonne franquette. Pierre, votre passion pour les claquettes vient-elle de votre expérience théâtrale ou de quelques comédies musicales américaines visionnées en cachette dans des salles obscures? Nous allons passer au cochon, maintenant. Les choses sérieuses commencent. Le feuilleté était un délice, Isabelle. Merci, Otto. Otto, comment savez-vous que je fais des claquettes? Je m'intéresse tout particulièrement aux personnes que j'apprécie, pour mieux les protéger. Alors je me renseigne sur les points forts et les points faibles des gens que j'aime. J'essaye de protéger les points forts et d'améliorer les points faibles, pour les rendre plus forts. Face à la résistance de l'ennemi qui nous menace, et vous menace aussi, un ambassadeur allemand à Paris se doit d'être bien renseigné sur ses ennemis et ses amis. Cher ami. Belle Isabelle, quelles sont les nouvelles de Suisse? J'espère qu'il n'est rien arrivé de grave à votre correspondante. Vous avez lu mes lettres? Je ne me serais jamais permis de le faire. Comme ces lettres se font rares ces temps-ci, je m'inquiète seulement pour votre ami. Et les amis de mes amis sont mes amis. Comme dirait votre mère. J'ai eu l'occasion de la rencontrer chez l'épicier. Elle portait le collier de pierre et cela m'a intrigué. Nous avons gentiment discuté et de fil en aiguille, elle m'a dit qui elle était. Elle est très fière de sa fille et de la réussite de son gendre. Suzanne, vous cherchez quelque chose? Les toilettes. Non. Non, mais là, c'est la cave. Les toilettes sont de l'autre côté. Les toilettes d'abord, la cave, ce sera pour plus tard. Je me réjouis de découvrir vos jolies bouteilles, Pierre. Elles ont déjà toutes été saisies, alors... Pourtant, je ne me souviens pas que nous y soyons déjà passés. Dans cette cave, vous risquez plus de tomber sur un juif que sur une bouteille de vin. Alors, les toilettes, c'est définitivement mieux. Oui. Je tiens à vous rassurer concernant ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'œil que nous portons sur vous est plein de bienveillance. Prenez tout ceci comme une forme de protection rapprochée. Les terroristes de la résistance française ont la dent dure envers ceux qui collaborent. Je ne voudrais surtout pas qu'il vous arrive malheur. Ah. Et voilà la bête. Oh, c'est magnifique. On va se régaler. Il y a si longtemps que j'ai pas mangé de cochon de lait. Pour Isabelle et pour moi, ça sera une première. Nous n'avons pas toujours eu les moyens d'en acheter. C'est ce que je disais. Vive la France occupée! Les oreilles de cochon, c'est ce que je préfère. Et la queue, pour ne rien vous cacher.
les oreilles et la queue, de quoi faire en vainqueur tout le tour de l'arène. Et là, c'est du cochon et ça sent très bon. Si vous attaquez tous au lieu de me regarder. Succulent. C'est le meilleur cochon que j'ai jamais mangé. Non, merci. Toujours pas de vin, Isabelle? Il est pourtant parfait pour accompagner cette merveille. Du cochon, oui, mais du vin, non. C'est contre votre religion? Non, je suis un peu barbouillée. Pour ne rien vous cacher, je suis enceinte. Non! Ne fais donc pas cette tête, mon chéri. C'est vrai que nous n'avions pas l'intention de l'annoncer ce soir, mais puisque le sujet est abordé, vous serez donc les premiers informés. Juste après Jean, bien sûr, puisque c'est lui le père. Non! Otto, comme vous êtes bien renseigné, au moins du côté de ma mère, vous n'êtes pas sans savoir que Pierre est stérile. Non! Pierre a demandé à Jean de me faire un enfant. Non! Ce qui explique la présence de Jean que nous avons invité parmi nous pour fêter la grande nouvelle. On n'avait pas forcément prévu d'en parler ce soir. Ni un autre jour, d'ailleurs. C'est vrai que c'est toujours délicat de parler de ce genre de choses. Surtout quand on n'est pas biologiquement le père. Tout de même, ça doit faire bizarre de savoir que votre femme... C'est une très grande nouvelle. Et nous sommes ravis de partager avec vous cette joie. Buvons à la santé de ce petit être. Vous êtes enceinte de combien de mois? 1 mois et demi à peine. Je l'ai appris hier. Oh, félicitations, Isabelle! Oh, félicitations, Pierre! Et félicitations, Jean aussi! Félicitations Pierre et Jean. Si vous avez un garçon, vous l'appellerez Jean-Pierre. La grossesse vous va à merveille, Isabelle. Vous êtes rayonnante. Si vous aviez cherché un volontaire chez les teutons, je suis sûre qu'Otto se serait mis sur les rangs. Avec ton consentement, évidemment. Que je ne t'aurais pas accordé de toute façon. Pierre, vous avez bien fait de confier Isabelle à Jean. Tout de même, il vous en a fallu du courage pour accepter que votre femme se fasse... Faisons que le courage soit plus fort que la peur. Au moins, ça reste dans la famille. Pierre et moi sommes comme 2 frères. Des cousins comme des frères. Et copains comme cochons. Puisque c'est le soir des grandes révélations, à notre tour de vous en faire une, qui nous concerne directement. Otto et moi rejoignons Berlin dimanche prochain. Je ne suis plus en poste depuis 2 heures. Officiellement, ma mission s'est arrêtée cet après-midi. Hitler s'ennuie de nous, alors... Fini les vacances à Paris. Nous sommes sans voix. Je ne m'attendais pas à une telle nouvelle. Mais qui veillera sur nous dorénavant? Ne vous inquiétez pas, Isabelle. Mon successeur s'en chargera. Mon dernier dîner d'ambassadeur sera sans doute le meilleur. Pour le savoir vraiment, attendons le dessert.
Ce Saint-Honoré était un délice. C'est le dessert préféré de Jean. Dégusté avec un si bon champagne, je suis aux anges. C'est plus facile d'honorer les saints lorsqu'on est aux anges. Quand tu parles de saint, tu veux bien sûr parler de saint, S-A-I-N-T. Avec un S à la fin, si je puis me permettre, ma chérie. Car il y en a plusieurs. Avec un S comme dans SS. Vous allez nous manquer, chers amis. J'espère que nous aurons l'occasion de vous rendre l'appareil du côté de Berlin. Jean, l'invitation tient bien évidemment aussi pour vous. C'est très aimable, Otto. Merci beaucoup. Jean, si on veut un enfant, on vous fera signe. Nous allons devoir vous quitter. Déjà, j'ai même pas fini mon verre. Sie kranken genug, mein Schatz. Ja, ja, Heil Hitler, mein Führer. On s'en va! Encore merci pour cette délicieuse soirée. Au revoir, Isabelle. Vous ne manquerez pas de saluer votre mère de ma part. Je n'y manquerai pas. Au revoir, Pierre. Au revoir, Otto. Adieu, Monsieur Hoffmann. Belle invention que la photographie. Paul Rosenberg l'avait bien compris. Il immortalisait dans un album la tête de ses amis. Plus efficace que l'étoile jaune. En tout cas, beaucoup plus précis. Otto! Avant de partir, nous aimerions vous faire un dernier cadeau. Henri Matisse. La femme assise. Elle est magnifique. Pierre, c'est un cadeau inestimable. Pour vous remercier, laissez-moi au moins vous débarrasser du rat très encombrant qui veillait sur la femme assise à la cave. Si vous voulez nous remercier, Otto, prenez le tableau dans vos bagages. Laissez le rat à la cave et vos souvenirs à Paris. Ma mission s'est arrêtée avant le dîner de ce soir. Et puisque vous le souhaitez, Pierre, je ne ferai pas d'heures supplémentaires. Ce n'est pourtant pas l'envie qui manque. Mais quand on vieillit, on s'affaiblit. Comme dirait votre mère, Isabelle. J'emporte avec moi le seul témoin de vos petites affaires. Je te garde avec moi et tant pis pour Hitler. Otto! Tu m'as pressé pour partir et ça fait 10 minutes que je parote avec tes pingouins dehors. On y va, ma chérie. Vous en aurez des choses à raconter au petit Jean-Pierre.
Quand on vieillit, on s'affaiblit. Ce nazi, ce n'est pas pour vous perdre, mais pour me retrouver que je l'ai fait venir ici. Le courage est plus fort que la peur. La femme assise d'Henri Matisse fait partie des 1500 tableaux spoliés aux Juifs durant la guerre et saisie à Munich en mars 2014 chez le marchand d'art Cornelius Gurlitt. Ce dernier a restitué le tableau sans contrepartie aux petits-enfants de Paul Rosenberg. En juillet 1949, le tribunal de Paris condamne Otto Abetz à 20 ans de travaux forcés pour crimes de guerre, en particulier pour son rôle dans l'organisation de la déportation des Juifs de France vers les camps de la mort. Libéré en 1954 pour bonne conduite, Otto trouve cependant la mort avec son épouse 4 ans plus tard dans un accident de voiture sur une autoroute d'Allemagne près de Langenfeld. Isabelle et Pierre vécurent heureux et eurent un seul enfant, une fille. Ils l'appelèrent Joséphine. Je m'aperçois en effet que ou bien je me laisse guider par toi les yeux fermés, ou bien je ralentis ta marche.